Madame la Présidente, Nadège Abou-Mangoli, pour votre première présidence, je suis très heureux de parler sous vos auspices. Messieurs les ministres, messieurs les rapporteurs, chers collègues, boucherie fiscale, boîte de Pandore fiscale, budget Frankenstein, massacre à la tronçonneuse de nos entreprises, saignée pour le pouvoir d'achat. Voilà comment certains députés du camp présidentiel décrivent le budget transformé par la Commission des finances. Mais de quoi parle-t-il exactement ? De la pérennisation d'un dispositif qui doit permettre aux 24 300 foyers les plus riches de ce pays de payer 20% d'impôts sur leurs revenus. C'est un minimum. Pourquoi leur taux d'effort fiscal devrait-il être inférieur à celui de la première tranche de l'impôt sur le revenu? Ces députés visent aussi l'augmentation du PFU de seulement 3 points, soit 1 milliard d'euros de prélèvements supplémentaires, alors que l'INSEE indique que les revenus du patrimoine ont augmenté de 59 milliards pour la seule année 2023. Ils pensent aussi à une taxe sur les superprofits de 15 milliards d'euros, alors que le CAC 40 a cumulé plus de 146 milliards de bénéfices, dont 36 milliards de superprofits selon Oxfam. Ils craignent une taxe de 1 milliard sur les superdividendes, alors que le CAC 40 en a versé plus de 68 en 2023, soit une progression de 44% par rapport à 2017. Ils protègent aussi CMA-CGM en s'effrayant d'un doublement de la taxe sur les entreprises de transport maritime pour 500 millions d'euros, une broutille quand leur profit dépasse 70 milliards d'euros sur 3 ans. Ils s'opposent également à taxer les multinationales sur leurs bénéfices réellement réalisés en France mais délocalisés ailleurs, alors que cet amendement pourrait rapporter jusqu'à 26 milliards d'euros. Ils refusent aussi de taxer vraiment les 30 milliards d'euros de rachat d'actions des plus grandes entreprises et encaisser 1 milliard supplémentaire. La liste ne s'arrête pas là. Reconduction de la taxe sur les énergéticiens, instauration d'une taxe pour lutter contre la spéculation sur le prix de l'énergie, augmentation de la taxe sur les GAFAM, renforcement de la taxe sur les transactions financières, amélioration de la lutte contre la fraude fiscale, diminution des nisques fiscales injustes ou peu efficaces, comme le crédit impôt recherche quand elle concerne les très grandes entreprises comme Sanofi. Vous nous accusez de taxer les PME. Au contraire, rien ne justifie pour nous que les PME payent plus d'impôts que les grandes multinationales. Je vais m'arrêter là car je pense que nos concitoyens ont compris qui ces commissaires aux finances défendent. Alors que le poids des 500 plus grandes fortunes a augmenté de 1 000 milliards d'euros en 20 ans, ma commission proposait modestement de lever 60 milliards d'euros supplémentaires pour les redistribuer. Vous-même, monsieur le ministre, chargé du budget, vous avez versé dans le registre horrifique. Vous parlez d'enfer fiscal, c'était sur France Info, je vous écoutais, puisque la Commission voudrait taxer, dites-vous, l'héritage de tous les Français. L'amendement visé, celle de Jean-Paul Mattei du MoDem, réduit légèrement le traitement fiscal très avantageux des assurances-vie lors des successions. Une niche de 5 milliards qui ne profite qu'aux gros héritages. Donc, ne faites pas croire que tous les Français sont solidaires des très riches. Je rappelle que près de la moitié d'entre eux ne touchent pas ou peu d'héritage. Parmi ceux qui héritent, le taux moyen d'imposition est de 5% et 87% d'héritiers n'ont rien à payer du tout. Un enfer fiscal, vraiment ? Pas pour tous les Français, à qui nos amendements ont déjà fait en sorte que leur vie soit un peu moins infernale s'ils étaient concrétisés. Nous avons supprimé l'augmentation de 6 milliards d'euros sur leurs factures d'énergie. Nous avons réduit la TVA pour les premiers kilowattheures nécessaires à la vie et à la dignité. Nous avons exonéré de TVA certains produits pour lutter contre la vie chère en Outre-mer. Nous avons accordé des prêts à taux zéro aux primo-accédants. Enfin, nous avons rendu plus avantageux le régime fiscal sur les frais de dépendance et d'hébergement pour les personnes en EHPAD, proposé par ma camarade Christine Pires-Beaune. Nous avons aussi desserré les taux sur les collectivités locales en indexant la DGF sur l'inflation. Et nous avons voulu enfin commencer à investir un peu plus dans la bifurcation écologique. S'il ne s'agit pas d'un enfer fiscal pour tous les Français, l'est-il pour les plus riches et les détenteurs du capital? Même pas. C'est à peine un purgatoire. Ces amendements se proposent uniquement de reprendre une petite partie des cadeaux accordés depuis 2017. Michel Barnier voulait 60 milliards. Nous lui avons trouvé. Et oui, nous préférons prendre dans les poches pleines de quelques-uns que d'aller les prendre dans la selle de la grande majorité des Français.
Avec ces 60 milliards supplémentaires, la Commission des finances a voulu améliorer les conditions de vie de ceux qui vont souffrir de vos 36 milliards de coupes de baisse de dépenses sociales et publiques. 21,5 milliards pour les services de l'État. À l'exception des armées et de l'Intérieur, tous les ministères vont voir leur budget sacrifié. Avant le rabot supplémentaire de 5 milliards que le gouvernement va passer par amendement. Nous en sommes à moins 22% pour l'aide publique au développement, moins 11% pour le travail et l'emploi, moins 10% pour l'outre-mer, moins 8% pour l'agriculture, moins 4% sur les solidarités. Et dans une année olympique où on nous explique que le sport est très important, son ministère va voir son budget réduit de 18%. Pour l'éducation nationale, la coupe prévue dépasse le milliard auquel s'ajoute la suppression de 4000 postes d'enseignants. Pour la recherche et l'enseignement supérieur, moins 1,8 milliard d'euros. Alors qu'un étudiant sur 3 souffre des repas et 1 sur 5 a besoin d'aide alimentaire, devons-nous comprendre que les bourses ne seront pas revalorisées. Ce sinistre projet ne s'arrête pas là. Après ce premier musée des horreurs, il faut mentionner les économies sur les collectivités territoriales et la sécurité sociale, 5 milliards d'euros sur les premières, voire 9 milliards d'après le comité des finances locales, et 15 milliards sur la seconde. Ce sont des retraités qui ne verront pas leur pension revalorisée le 1er janvier et des chômeurs qui seront moins indemnisés. Enfin, il y a le scandale écologique. Le gouvernement a beau jeu de communiquer sur une augmentation du budget dédié, mais il camoufle une baisse catastrophique de 16%. La hausse faciale s'explique uniquement par le versement de 4 milliards d'euros de compensation aux producteurs d'énergie verte, pas par choix, mais par obligation en raison de la baisse du prix de l'électricité. Avec un budget vert si faible, le gouvernement renonce à la bifurcation écologique. Comment voulez-vous encourager les élus locaux à accélérer la transition de leur territoire si le fonds vert est amputé de 60% de ses moyens? Récemment, l'Institut I4C a chiffré les besoins supplémentaires d'ici 2030 à 50 milliards d'euros pour l'État et à 23 milliards d'euros pour les collectivités, juste pour atteindre les objectifs du plan climat. Avec une telle réduction du budget de l'écologie, la marche devient si haute que je crains qu'elle soit bientôt infranchissable. Moins de services publics, moins de protection sociale, mais plus de services privés à un coût exorbitant. Alors que selon l'INSEE, les services publics permettent de réduire de 50% les inégalités, c'est leur explosion qui est proposée. La dernière enquête INSEE démontre d'ailleurs que les inégalités retrouvent les niveaux les plus hauts observés depuis 1996. N'est-ce pas déjà insupportable? Voilà le bilan de cette année de macronisme. Plus de 11 millions de pauvres, n'est-ce pas déjà intolérable? Il semblerait non, puisque ce budget menace réellement la solidarité nationale et le monde associatif. Quand l'État recule, c'est le secteur privé qui avance. Il avance et fait payer plus cher le moindre service. Il avance et prend un contrôle total sur les grandes entreprises où l'État avait encore quelques participations. La preuve d'ailleurs de cette recherche qui avantage le privé, c'est que des députés macronistes proposent de privatiser 10% des parts que possède l'État dans certaines sociétés pour renflouer les caisses. Mesure idéologique, avantageuse pour les actionnaires du privé, mais terriblement désavantageuse pour l'État, puisque les dividendes de ces entreprises nous rapportent plus que les intérêts que nous pourrions rembourser de la dette en vendant ces privatisations. Et ce n'est pas non plus le bon secteur privé qui en profite. Les actionnaires, certes, mais pas toutes les entreprises. Par exemple, avec 8 milliards d'euros de coupes, l'économie sociale et solidaire va devoir licencier à tour de bras. 186 000 emplois sur les 2,4 millions du secteur sont menacés. Vous voyez que le sort des entreprises nous concerne. Enfin, l'activité économique est déjà au ralenti, mais vous allez réduire la croissance de 0,8 points selon le FCE en diminuant d'autant la dépense. Vous renoncez aussi à des recettes, car moins de dépenses publiques, c'est moins d'activité et donc moins d'emplois. Je m'étonne d'ailleurs que le Premier ministre n'explique pas aux Français qu'un rabot de 40 milliards veut dire 30 milliards de recettes en moins et donc 2 fois moins d'argent pour les services publics ou alors l'augmentation des déficits. Si le Premier ministre veut co-construire le budget, qu'il prenne en compte les votes de ma commission au lieu de finalement promettre un 49.3 en cas de blocage, car le blocage ne viendra pas des groupes d'opposition. 45% des amendements déposés en séance le sont des groupes gouvernementaux, c'est totalement inhabituel, dont les 2 premiers les plus importants sont largement en tête dans le dépôt d'amendements. J'ai introduit mon discours par les critiques qui nous ont été faites par le camp présidentiel et je vais conclure par une autre.
celle de mon estimé collègue David Amiel. Ce dernier considère que la commission des finances a été un carnaval fiscal. Chers collègues, quel bel hommage. C'est vrai, c'est un carnaval au sens de l'Ancien Régime, c'est-à-dire lorsqu'une extrême minorité monopolisait droits et richesses. Le carnaval, c'était le moment où le monde d'alors était mis à l'envers. Les pauvres, sans aucun pouvoir, prenaient la place des riches et des puissants. Notre version du budget, c'est ça. Nous avons inversé l'ordre injuste que vous imposez depuis 7 ans en redonnant plus de moyens au peuple par la redistribution d'une petite partie des richesses accumulées grâce à vous par les oligarchies. Notre carnaval fiscal, ça s'appelle la justice fiscale et sociale et nous la revendiquons. Merci, Président Coquerel.